Salut à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour notre traditionnel exercice de tous les lundis soirs, le point de l'actualité sportive dans toutes ses dimensions. Et en vedette ce soir, du football, d'abord du football féminin avec la sélection nationale qui défie demain mardi à Abeokuta son homologue du Nigeria, les Super Falcons, un match qui compte, il faut vous le rappeler, pour les éliminatoires de la CAN de la A catégorie. Eh bien, au match aller, joué quelques jours plus tôt, eh bien, les championnes d'Afrique s'étaient imposées par le score de 2-0. Et à 24 heures de cette explication, nous irons prendre les nouvelles de l'ambiance, sinon le pool de l'ambiance dans l'état-major des Amazones. Et ce sera avec notre envoyé spécial Candide Ronheto. Sur le tableau au masculin, ça cale encore pour le Bénin en Coupe continentale des clubs. Le week-end écoulé, bien, Coton Football Club, représentant du Bénin en Coupe de la Confédération, a été renvoyé à ses cahiers par les Ivoiriens de San Pedro au Football Club. Eh bien, ceci aux portes de la phase de groupe. Nous en parlerons dans cette émission. Nous parlerons ensuite volleyball avec une interrogation. Quelle est la santé actuelle de la discipline au Bénin? Une interrogation à laquelle celui qui préside aux destinées du volleyball au Bénin et bien sûr dans la sous-région nous aidera à répondre. Ce sera dans la seconde partie de cette émission. Voilà les principales articulations de cette aventure vespérale. Nous accompagne ce soir notre confrère Prosper Voyanko. Prosper, bonsoir. Bonsoir Narcisse et bonsoir aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste sportif à Cap FM, c'est une radio privée émettant ici à Cotonou. En face de vous ce soir, un grand monsieur du football béninois, ancien footballeur international béninois, devenu entre-temps une figure de proue, je veux dire, du monde des médias. Son nom, Wenceslas Teko, aujourd'hui. Vous êtes vice-président de l'Union nationale, bien sûr, des footballeurs professionnels du Bénin. Wenceslas Teko, bonsoir. Bonsoir Narcisse et merci pour cette invitation. Voilà, merci surtout pour votre disponibilité. Et justement, vous êtes ici ce soir pour nous donner les nouvelles de ce creuset qui rassemble les footballeurs professionnels du Bénin, justement. Oui, tout à fait. On était quand même à un séminaire assez important. On va en venir tout à l'heure. Voilà. Cette émission est mise en lumière par toute une équipe technique. Le réalisateur Augustin Vidécon est entouré par Jules Echo et Francis Coco à la régie première et Clément Boyonpe à la régie finale. Voilà l'identité de l'équipe qui vous tiendra compagnie ce soir. Et pour commencer, nous allons donner priorité au direct avec notre rubrique Un grand angle. Voilà, Grand Angle s'ouvre ce soir sur ce match Nigeria à Bénin, match retour comptant pour les éliminatoires de la CAN féminine dans son édition en 2026 et quelques jours plus tôt. Eh bien, l'apprentissage a été difficile pour les Amazones. Défaite 0 but contre 2 par le Nigeria, champion d'Afrique en titre, un adversaire que le Bénin défiera demain et mardi à Abeokuta au Nigeria. Et à la veille de cette confrontation justement, la sélection nationale, vous allez le voir sur ces images, a effectué la traditionnelle séance de reconnaissance de la pelouse. C'était cet après-midi, justement, sur la pelouse qui les accueillera demain face au Super Falcons. Les images, voilà, vous les avez. Un travail de groupe pour se familiariser un tout petit peu avec cette pelouse à 24 heures, bien sûr, de cette explication, certes déséquilibrée sur le papier, mais que le Bénin entend prendre avec beaucoup de sérieux. Essayer, bien sûr, de déplacer les montagnes. Et juste après cette séance que vous voyez à l'écran, eh bien, le sélectionneur national a fait la conférence de presse d'avant-match, Ablaye Ouzerou, qui nous parle ici de l'état de cette troupe. On n'avait pas forcément eu une idée de la situation, même si on connaissait l'adversaire. Et ayant joué quand même sur le même terrain que l'adversaire, avec tout le respect que nous avons pour cette équipe, je pense que nous n'avons pas été ridicules. J'ai toujours dit, s'il y a une seule chance sur 100, bah, nous jouons la seule chance sur 100 à fond, jusqu'à la fin. Donc on n'est pas venu en tourisme, on y croit toujours, parce que c'est le foot, parce que c'est possible. Même si voilà, c'est le Nigeria,
Et demain, on va y aller avec le même état d'esprit, l'état d'esprit d'aller jouer et de toujours chercher cette qualification avec la jeune équipe que nous avons, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas soulevé avant même le premier match. Quand même une équipe avec 5 filles qui jouent en U17 du Bénin et près de 8 ou 9 qui jouent avec les U20. Donc on y va avec nos armes et nos chances restent pour moi intactes. Quel que soit votre talent, quand vous montez sur un terrain de foot le jour du match, ce qui vous diminue, c'est la pression. Et surmonter la pression, ce n'est pas chose facile quand on se retrouve dans ce genre de compétition-là. Donc les jambes deviennent lourdes. Et ça, ce sont des choses que les filles vont apprendre. Parce qu'à l'entraînement, c'est facile. Mais en match, c'est totalement différent. Donc on aura besoin de jouer à ce niveau régulièrement pour que les filles aient beaucoup plus d'expérience. Et je pense qu'elles sauront gérer ces moments-là où il faut transformer une demi-chance en but. Voilà. Parce que ça, c'est le haut niveau et c'est comme ça que ça marche. Voilà, Ozerou Abdoulaye, sélectionneur de la sélection nationale dames de football justement, qui refuse de se présenter en victime expiatoire face au Nigeria. Alors, comment se sont-ils préparés cette manche retour après, bien sûr, le revers de l'aller? Nous allons encore l'écouter. Après le match de vendredi, je pense que tout le monde a été surpris quand même. Je pense que le Nigeria aussi a été surpris par rapport à l'opposition qui était en face. Donc forcément, je pense qu'elles vont différemment préparer le match. Et nous aussi, hein, parce qu'on a découvert quand même, je l'ai dit, la vidéo c'est bien, mais sur le terrain quand même, c'est parfois vous voyez certaines réalités. Et on a vu une autre façon de jouer du Nigeria, ce qui aujourd'hui est un peu aussi le point sur lequel nous allons nous appuyer pour pouvoir quand même régler un peu notre équipe. Donc ça va être totalement différent parce que voilà, le Nigeria nous a vu jouer, elle ne s'attendait absolument pas à ça et donc je pense qu'elles vont nous prendre encore plus au sérieux, donc ça nous oblige en fait avoir beaucoup plus de concentration quand on sait voilà, que l'équipe vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations et je crois que c'est le premier match officiel après ce sacre. Forcément elles ont envie de faire une belle fête ici. Bah, c'est à nous d'être prudents pour ne pas leur faciliter la tâche. Et nous sommes venus avec des objectifs, comme je l'ai dit. Et donc, s'il y a moyen qu'on puisse empêcher cette fête-là, bah, on sera bien content de le faire. Voilà, présenter surtout un bon visage face à cette équipe nigériane. Après le technicien, nous allons donner maintenant la parole à notre envoyé spécial sur ce match. Candide Moueto qui est en ligne depuis le Nigeria. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir et bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Voilà, vous êtes au quartier général des Amazones au Nigeria, des Amazones que vous côtoyez, il faut le dire, depuis la semaine dernière. Quel est actuellement l'état d'esprit au sein du groupe? L'état d'esprit au sein de la tanière des Amazones du Bénin à l'heure actuelle est tout juste à la concentration. On se concentre et on reste plutôt focus sur la rencontre de demain mardi face au Super Falcons du Nigeria. Moi, j'ai envie, sinon j'ai l'habitude de les appeler les reines d'Afrique parce qu'elles ont dominé tout ce qui est au niveau du continent. Pour cette rencontre, justement, actuellement à la concentration, on est déterminé jusqu'à fond au niveau de chacune des joueuses pour aborder avec sérénité cette rencontre de demain. L'heure n'est pas à la pression au niveau de la tanière des Amazones quand vous les côtoyez depuis plusieurs heures déjà au lendemain de la rencontre de la manche aller face au Super Falcon à Lomé. On a déjà senti les Amazones qui n'étaient pas forcément découragées. Elles se concentraient déjà sur la manche retour qui va se dérouler demain, mardi, ici à Abeokuta, en terre nigériane. Et après cette rencontre, donc, il y a eu des séances qui se sont enchaînées. Déjà, hier nuit, on a vu l'arrivée des Amazones ici à Abeokuta. Après tôt ce matin, ils ont le staff technique a fait une séance spécifique avec les Amazones du Bénin de quoi passer en revue chaque action, chaque minute de la manche aller tenue à Lomé.
donc ce matin spécifique où les Amazones ont revu l'intégralité de la rencontre du vendredi dernier, et après cela, la séance de reconnaissance de pelouse a suivi. Donc l'ambiance, l'état d'esprit au sein de la tanière des Amazones actuelle est beaucoup plus à la concentration. On a quelques soucis avec la liaison avec le Nigeria. Plus voilà. Avec voilà, quelques soucis par rapport à la liaison avec le Nigeria. Je ne sais pas si vous m'entendez. Le Bénin part tout de même avec un handicap certain, 2 buts à remonter face à l'ogre nigérian. Chez lui, il faut le rappeler. Au-delà, bien sûr, des propos du sélectionneur national à la conférence d'avant-match, est-ce que vous l'avez surpris tenir d'autres propos à ses joueuses lors de ce regroupement? Si vous m'entendez, bien sûr. Et apparemment, Candide est parti. Alors, Wenceslas Peko, vous êtes un observateur averti, d'ailleurs ancien footballeur international, un observateur averti donc par rapport à cette actualité. Quel regard justement avez-vous sur cette rencontre? Écoutez, j'étais au stade à Lomé, donc j'ai vu les filles jouer contre le Nigeria et j'en suis ressorti tout fier. Tout fier de cette jeune équipe, tous fiers du jeu qui a été produit. Malgré la défaite. Malgré la défaite. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas très habitué à dire que c'est une défaite, c'est une défaite prometteuse. C'est ça. Voilà, il y a des défaites qu'on prend avec bien sûr beaucoup de recul. Il y a des défaites qu'on prend avec la colère, mais là cette défaite elle est prometteuse pour cette jeune équipe. Et je pense quand même que bon, on va pas aller pour se dire comment se qualifier. Non, même si en football tout est possible. Mais c'est vrai que ça joue compte quand même, vous l'avez dit, c'est quand même les reines d'Afrique, comme on les appelle. Mais ce qui a été produit par le Bénin, c'est le fruit du résultat du travail qui est fait depuis quelques années. Je pense qu'on ne récolte pas encore les fruits. Mais dans quelques années, je pense que cette équipe, elle va nous enchanter. Oui. Voilà, Prosper, question directe, est-ce que le Bénin peut encore rêver d'une qualification face au Nigeria, au mastodonte de l'Est? Oui, je pense que nous sommes unanimes que le football est ce qu'il est, tout peut arriver, mais là, il faut regarder un tout petit peu dans le rétroviseur et se dire certaines vérités. Si on est éliminé, ce n'est pas un drame, parce que l'équipe en face, nous la connaissons tous. Sur 13 éditions de Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie, le Nigeria en a raflé 10. Ça veut dire que c'est l'équipe qui a dominé tout le continent. C'est l'équipe qui a réussi. C'est la locomotive en Afrique. Voilà, l'équipe qui a réussi à faire asseoir un football féminin de taille, à part l'Afrique du Sud, le Ghana, la Côte d'Ivoire qui ont réussi, la Guinée qui a eu 2 trophées, l'Afrique du Sud qui en a eu un. À part ces pays qui ont titillé un peu le Nigeria, c'est que c'est une domination totale. Donc si les nôtres ne sont pas arrivés à se qualifier, je pense que ce n'est pas un drame. Il faut féliciter le travail qui est fait. On me signale que notre envoyé spécial est revenu. Certainement, les lieux de la technique sont maintenant avec nous. Candide, vous êtes là? Évidemment, Narcisse. Voilà, dites-nous, vous nous avez décrit un tout petit peu l'ambiance au sein du groupe. Est-ce qu'au-delà des propos du sélectionneur en conférence d'avant-match, il a eu à tenir d'autres devant ses joueuses au cours de ce regroupement? Narcisse, il faut déjà dire que au-delà des propos du sélectionneur Abdoulaye Ouzero pour cette rencontre, on sent déjà, il faut le dire, hein, une préparation beaucoup plus aiguë de cette confrontation. On ne sent pas forcément des Amazones qui ont derrière la tête cette pression, ou plutôt l'angoisse du fait qu'on va jouer une équipe beaucoup plus huppée, une équipe qui a fini avec pratiquement tout le continent et qui est en train de se frayer un chemin, une place de choix au niveau, sinon sur la carte du football féminin mondial. On ne sent pas cela au niveau de la tanière des Amazones du Bénin, non. Quand vous prenez déjà à chacune des Amazones, quand vous voyez déjà l'expression faciale et au-delà de ça, l'expression physique au niveau des différentes séances d'entraînement, déjà les séances qui ont précédé, celle de reconnaissance de pelouse, ce lundi, il faut déjà dire qu'on a vu des Amazones qui sont déterminées, qui sont prêtes à finir cette double confrontation sur une belle note. La défaite au match aller à Lomé au Togo ne veut pas justement donner une carte rouge aux Amazones du Bénin. Elles y croient toujours, elles veulent forcément faire quelque chose face aux champions d'Afrique en titre. Et cela va déjà partir demain face au Super Falcons du Nigeria. Déjà la manche allée où les Amazones face aux géantes d'Afrique se sont quand même frayées, se sont quand même fait quelques occasions
franche où elles auraient pu scorer, mais malheureusement, n'eût été ces occasions, n'eût été le manque de lucidité devant les buts, elles auraient pu scorer, ne serait-ce qu'une seule fois. Mais au-delà de ça, on a senti lors des différents séances d'entraînement qu'il y a eu certaines séquences qui ont été retravaillées, de quoi redonner du souffle, de quoi repomper les poumons des Amazones du Bénin face au Super Falcon déjà demain pour ce qui est de la manche retour. Et en cela, je peux vous dire que loin des caméras, on a vu des Amazones cet après-midi au cours de la séance de reconnaissance de pelouse retravailler à plusieurs reprises devant les buts parce que le manque de lucidité a fait défaut à la sélection dames du Bénin vendredi dernier face au Super Falcon du Nigeria. Au-delà de ça, on a vu des Amazones qui ont retravaillé quelques phases de jeu, l'intelligence de jeu, la tactique pour continuer à jouer avec résistance face au Super Falcon du Nigeria parce qu'elles ont beaucoup couru vendredi dernier face au Super Falcon du Nigeria lors de la manche aller et le pratiquement identique pour ce qui est de cette manche retour. Voilà, Candide, nous sommes en délicatesse un tout petit peu avec la liaison par rapport à notre conversation. Nous allons donc vous laisser aller vous reposer en attendant bien sûr le combat de demain, combat entre David et Goliath, si je peux me faire cette caricature. Merci donc pour votre disponibilité et essayez bien sûr de faire bouger les montagnes là-bas. On va le faire par la grâce de Dieu. Voilà, merci Candide, c'était notre envoyé spécial sur cette double confrontation Nigeria-Bénin, comptant pour les éliminatoires de la CAN féminine. Alors, Venceslas Teko, d'abord, le sort a voulu que le Bénin aille à cette double confrontation avec un atout offensif de moins, Aude Bidissi, attaquante vedette de cette équipe qui est blessée à la veille de cette rencontre. Ensuite, la carte de visite de l'adversaire, c'est ce qui se fait le mieux en Afrique. C'est ça. Oui, c'est vrai que l'absence de Aude a impacté bien sûr le jeu des Amazones, ça c'est clair, on l'a tous constaté. Mais n'empêche que ce qui est intéressant, c'est le collectif. Et ce collectif que moi j'ai vu quand même le vendredi dernier, il y a quand même un aspect qui m'a le plus impressionné, c'est, comment dirais-je, le respect de la tactique qui est adoptée. C'est-à-dire, quand tu es face à des grandes équipes qui ont de l'expérience, il y a deux atouts, il y a deux plans possibles. Soit tu vas à l'abordage et tu sais que tu vas les asphyxier, pressing haut, voilà, mais il faut avoir les ressources derrière. Et là, nous ne sommes pas encore à cette étape-là. Donc, on laisse la balle à l'adversaire, on se regroupe, on fait bloc bas, et puis on s'oppose, et puis on résiste, et on essaie d'avoir bien sûr des contre-offensives pour marquer des buts. Et c'est ce qui a marché en premier temps. Seulement qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y avait eu un écart énorme, il y a un déplacement énorme entre l'attaque et la défense. Et quand la défense essaie de remonter, qu'est-ce qui se passe avec les Nigérians? Balle derrière le dos des défenses, et on a été surpris plusieurs fois. Elles ont compris, ils ont constaté, et les deux buts ont été encaissés de cette manière-là. Mais en première mi-temps, en deuxième mi-temps, c'est que les filles, elles ont regardé, elles les ont toisées, comme on le dit, elles ont regardé les Nigériens dans les yeux, oui. Et elles ont produit du jeu. Elles ont eu des occasions. Donc le grand Nigeria, pendant 45 minutes, a été contenu par la petite Amazone, avec des jeunes, des jeunes cadets, comme l'a dit l'entraîneur, des jeunes juniors. Donc je pense que même si on perd le match demain, même si on est éliminé demain, ce n'est pas grave. Le travail qui est en train d'être réalisé produira des fruits. Et ça, c'est sûr. Il faut donc un suivi. Mais au-delà de tout, Prosper, il faut le dire, l'enjeu pour le Bénin maintenant, c'est d'éviter d'être ridicule. Oui, comme ils l'ont déjà fait, parce que personne ne pouvait miser une petite pièce sur le Bénin face au Nigeria. Déjà au match aller, elles ont résisté jusqu'au bout. C'est déjà une bonne nouvelle. On est dans une phase progressive, on est en train de progresser, c'est déjà bien. Mais c'est déjà une école pour nos filles, jouer face à une équipe comme celle du Nigeria. J'ai vu des phases de jeu qui donnent confiance. Quand un Deo Gracia Sebi, moins de 20 ans, joue face à un certain Aziza Toshoala qui a fait ses preuves en Europe et qui arrive même à déployer de l'énergie pour lui arracher des ballons dans les pieds, pour l'empêcher de progresser dans son jeu. Je me dis c'est une expérience qu'il faut capitaliser. C'est une école pour nos filles. Ça va montrer en quelque sorte le reste du travail à faire, mais déjà la maturité qu'on a pu acquérir. Moi, je pense que on ne va pas penser que si on n'est pas qualifié face au Nigeria, c'est qu'on ne fait rien, non. Il faut qu'on soit patient. Il faut qu'on reconnaisse qu'on a progressé. Le Bénin, avec son football féminin, je pense qu'on n'en parle pas depuis 20 ans. On n'en parle pas il y a 10 ans. On est en train d'arriver sur une carte déjà très occupée par des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, qui sont arrivés avant nous. Le
le Burkina Faso, ces pays qui sont arrivés avant nous, les pays du Maghreb, il faut accepter la place qui est la nôtre actuellement et garder la patience pour progresser. Sinon que ce que nous avons actuellement rassure de ce que si on n'arrête pas, on n'arrête pas le travail, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, on sera une équipe redoutable, pourquoi pas aussi, dans le football africain. Donc, le bénéfice des pas en avant. Bien sûr. Voilà, l'autre grosse actualité du week-end nous vient bien sûr des clubs, surtout en compétition continentale. Au Coton Football Club, vous allez le voir sur ces images, a reçu une raclée, 0 but contre 3 à l'issue bien sûr de la manche de retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Les images vont venir. Auteur d'un match nul, un but partout à l'aller à San Pedro en Côte d'Ivoire. Et bien face à l'équipe locale, et bien les hommes de Ouida n'ont pas fait le poids au match de retour. Conséquence, ils retournent à leur cahier pour mieux apprendre à aller sur le continent prospère. Oui, c'est vrai. L'apprentissage ne commence pas à durer. On ne commence pas à perdre patience, mais on doit savoir que le football ne se construit pas en 5 ans. D'aucuns diront que ça fait 4 fois qu'on a retrouvé Coton dans la même logique, les mêmes niveaux quasiment difficiles de franchir le premier tour, mais nous devons savoir que on n'a pas bâti un football résistant depuis des années. On est en train de venir. Le championnat avec 36 clubs a pris fin seulement, la saison est écoulée. On est en train de faire l'expérience du championnat linéaire. Donc, on ne peut pas se mesurer à ces pays qui ont un football linéaire, à peine 14 clubs, à peine 16 clubs depuis des années. Non, pas du tout, c'est une réalité. On n'est pas patient. Je suis d'accord qu'on veut voir le Bénin, on veut voir nos clubs briller, on veut réussir comme des nations telles la Tanzanie qui place beaucoup de clubs dans des compétitions CAF. Mais là, il faut qu'on sache qu'on ne vient pas, on n'est pas une grande nation depuis longtemps. On a fait du chemin, nos clubs sont en train de venir. On n'a pas forcément des joueurs de classe, je ne dirais pas mondiale, mais de classe africaine. On est en train de venir. Coton fait des efforts avec des recrutements, des joueurs qui sont allés s'essayer ailleurs. Mais quand vous regardez dans l'effectif, vous ne verrez pas un Mayoulou, vous ne verrez pas un Zaï Emery, vous ne verrez pas un jeune qui sort d'un centre extraordinaire de formation. C'est des jeunes qu'on a bricolés depuis des années. Donc les résultats ne peuvent pas venir d'aussitôt. C'est avec le temps. Donc il faut accepter nos échecs, garder la patience et continuer à travailler. Je pense que ça va arriver. Voilà, sur le contenu du match, c'est là, d'accord, pour une équipe qui a quand même réussi un match nul avec but à l'extérieur, est-ce qu'on peut parler de manque de rigueur dans la gestion au match retour? Non, ce n'est pas un match de rigueur, c'est qu'il y a un écart. Et acceptons nos limites à un moment donné. Voilà, et ne jetons pas. Pourquoi l'écart ne s'est pas fait traduire au match aller? Mais non, parce que vous avez quand même une équipe comme San Pedro qui est bien structurée, qui est bien organisée, quand même, qui a un championnat assez solide. Qui a quand même été tenu à domicile. Exactement, donc le match à domicile. Aujourd'hui, ce que moi j'ai constaté au stade, d'abord il y a quelque chose qui m'a très déplu, c'est qu'il y a beaucoup de supporters, j'étais assis autour et à la mi-temps, ils sont partis. Parce qu'on était déjà à 2-0. Voilà, quand on vient supporter son équipe, on reste jusqu'au bout normalement. Donc ça m'a déjà un peu choqué quand j'ai vu ça. Oui, c'est un peu dommage de voir ça un peu dans les tribunes au stade Kégué à Lomé. Mais je pense que moi je pense que l'enjeu a prévalu sur le jeu. C'est-à-dire, on a mis tellement la pression à ces enfants, à ces jeunes joueurs, à ces de Coton. On a fait 1-1 en Côte d'Ivoire, donc on est presque sûr qu'il n'y a pas, on doit se qualifier. Il n'y a pas de raison de faire 1 à l'extérieur et de perdre à domicile. Donc, on a mis tellement la pression que cet enjeu a surpassé. Il manquait de sérénité. En premier mi-temps, on était incapable de faire 3 passes. Non, on avait laissé totalement le jeu à l'adversaire. On a encaissé un but, casquette, après un deuxième. On s'est mis la pression inutilement. Et cette pression-là venait des supporters, je ne sais pas pour les dirigeants, j'en sais rien, mais on le voit sur le terrain. Les joueurs qui ont l'habitude de contrôler le ballon, de jouer en passe, de faire remonter, non. Là, ils ont tous peur de toucher le ballon. Donc on ne peut pas les envoyer. Donc l'enjeu a tellement été surexploité qu'on se dit aujourd'hui, on a vu. Donc il faut juste continuer le travail. Moi je pense que cette équipe de Coton que j'ai vu jouer, il y a de la marge. Oui, il y a de la marge. La structuration autour du club, l'organisation du club, l'environnement du club, ce sont des éléments importants qui déterminent les résultats plus tard. Et là, la structuration, elle s'améliore. Et ça, c'est très bien déjà. Deuxième chose, c'est que sur le plan du jeu également, il y aura d'amélioration. Là, c'est vrai, il faut être honnête. Sur ce match, on n'a pas vu le Coton que moi j'ai vu au match aller, ou bien sûr, oui, ça c'est la pression inutile. La pression inutile, l'enjeu était tellement important qu'on s'est dit non, le jeu n'y était pas. Voilà. À un moment donné, on peut passer à côté de ces matchs, quoi. Là, c'était le cas. Voilà, du coup, le Bénin Football devront donc encore
attendre pour espérer renouer avec cette phase de groupe de la Coupe de la Fédération? Oui, c'est vrai que ça commence par... Les Béninois se demandent quand est-ce que ça va être le tour du Bénin. Après l'épopée de Esaü, je crois en 2018-2019, on n'a plus eu cette chance-là, alors qu'autour de nous, on voit des clubs, des pays voisins qui s'en sortent. Mais nous devons savoir que ce n'est pas une affaire de 5 ans. Ce n'est pas parce qu'on a échoué 4 fois que rien ne se fait. Ce n'est pas une affaire de 5 ans. Le football, c'est un processus qui est parfois long, qui est aussi lent, mais si vous n'arrêtez pas le travail, si vous continuez à rêver, vous aurez des résultats très sûrs par la suite. Donc, moi, je voudrais demander au public, c'est normal, nous avons la passion, on aime notre chose, on veut voir nos clubs. Il faut être patient. C'est une affaire de plusieurs années, c'est une affaire de patience et c'est une affaire d'investissement. Parce qu'à force de mettre la pression, à force de vouloir avoir les résultats aujourd'hui et demain, parfois on coupe les codes, on démissionne et puis on ferme les baraques. Donc, inutile de nous mettre la pression pour faire comme un pays, pour faire comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal, dans 2 ans, dans 3 ans. Ce n'est pas une question de pression, c'est une question de réalisme et de travail par la suite. Façon méthodique. On a progressé, nous le reconnaissons, les années antérieures. Vous voyez le jeu de nos clubs, vous vous demandez. La preuve, depuis 2009 que le CHAN existe, on n'a pas joué. Ça veut dire que notre championnat manque quelque chose. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, on continue de travailler. Voilà. Donc, on continue de travailler, on continue de croire en nous, on continue de faire des efforts et on continue d'applaudir, d'encourager ceux qui font des efforts, comme par exemple Coton. C'est pas facile. Ceux qui sont dedans savent de quoi on parle. Gérer un club de football, c'est un autre monde, c'est une autre réalité en fait. Donc c'est le courage, c'est la détermination, mais c'est surtout le travail dans l'organisation, dans la suite logique. Et je pense que si on continue de croire, si on continue de dépasser les échecs, c'est que dans les années à venir, on pourra compter dans le Gotha du foot africain aussi. Du foot africain. Voilà, donc Coton renvoyé à ses cahiers, comme je le disais. Tantôt, place à présent aux compétitions domestiques. Honneur au championnat d'élite, la Ligue 1 Pro. On jouait ce week-end la 5e journée. Les résultats, vous les verrez à l'écran. On note surtout un large succès à domicile, celui de l'ASPAC face au Dragon de Lomé, battu par le score de 4-1. 2 victoires à l'extérieur, celle des Buffles de Parakou et du leader AS Sobemap sur le score identique d'1-0 respectivement face à l'US Cavalier et la JS Poubet. Pour le reste, ce sont bien sûr des matchs nuls. 5 au total, 0 but partout entre Dadje Football Club et Ayema. Même score entre Asvo et Espoir et entre bien sûr AS Cotonou et Audio au Football Club de Comé. Match nul avec but maintenant, 1 but partout entre Loto Popo et l'USS Kraké et entre Bani Gansé et Dynamo Daboumé. Des résultats qui, il faut le dire, n'ont quasiment pas eu de conséquences sur le tableau du classement en général, du moins pour ce qui concerne le podium. Et vous allez le voir toujours à l'écran, l'AS Sobemap garde le fauteuil du leader, mais totalise le même nombre de points que les Buffles de Parakou, 13 points. Chacun derrière, Damissa vient à 3 à longueur, alors que les grands noms du football béninois, les Dragons de Lomé, sont encore dans le ventre mou du classement en général. Classement fermé par l'USS Cavalier, 18e au classement en général avec un seul point au compteur. Voilà, c'était notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité sportive. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette émission avec bien sûr deuxième partie consacrée au volleyball où le volleyball s'invite bien sûr aux côtés du football. Ce sera juste après cette transition. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui chaque semaine vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Mathéo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au stade de l'Amitié ou au stade de Charles de Gaulle.
Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils ont amené leur caméra sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abomey-Calavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Voilà, on était en discussion informelle sur le plateau comme le réalisateur nous a assuré. Bien, l'exclusivité ce soir, c'est 2 agendas à feuilleter. Celui de l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin et celui du très respecté président de la Fédération béninoise de volleyball. En même temps, il faut le dire, président de la zone 3 de cette discipline au niveau de la Confédération africaine. J'ai nommé M. Ali Yaro. Ali Yaro, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Voilà, merci de nous faire justement ce honneur. Il faut le dire, ces dernières semaines, le Bénin s'est brillamment illustré à l'international. D'abord, je vais parler de la Coupe d'Afrique des clubs champions, compétition qui s'est déroulée à Ouagadougou au Burkina Faso et à l'issue de laquelle, bien sûr, le représentant du Bénin, Énergie Volleyball Club surtout, a réussi à finir sur le podium. Mais aussi et surtout, il y a au niveau du beach volley la qualification du Bénin pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie, une compétition qui a lieu en novembre prochain. C'est récent, hein, à Adélaïde, en Australie. Je rappelle que cette qualification a été obtenue à l'issue, bien sûr, des derniers championnats d'Afrique. Alors, comment toutes ces performances ont-elles été réalisées? Bon, alors, pour nous qui sommes au charbon, je crois que nous ne sommes pas si étonnés que ça, parce que à un moment donné, avec tous les acteurs, nous nous sommes entendus pour y aller. Nous nous sommes entendus sur ce qu'il faut faire pour arriver à ces résultats. C'est vrai, on peut se dire que c'est revenu un peu plus tôt, mais il fallait que ça arrive quand même un jour. Comme je l'ai dit souvent, si c'est arrivé cette année, on ne va pas cracher sur ça. Et vous avez parlé de l'équipe d'énergie qui a joué effectivement chez les dames. Et la finale de la Coupe des clubs champions de la zone 3, c'était du côté de Ouaga. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'une équipe béninoise joue cette finale-là, surtout au niveau des dames. L'équipe de Nova l'a joué il y a une fois, toujours à Ouaga. Et je crois que c'était en 2008, la première édition de cette compétition. C'est ça. Après, l'université d'Abomey-Calavi, chez les dames aussi, elle a joué à Lomé. Mais on les a toujours perdus, ces finales-là. Et une troisième fois aussi, ça n'a pas marché pour Énergie, qui a perdu devant l'AS Douanes. Mais une participation quand même qui a aidé cette équipe-là à être championne du Bénin. Et quelques semaines après, lors des playoffs du championnat ici à Cotonou. Oui. Donc c'est pour dire que les autorités de l'énergie ont vu juste en faisant participer l'équipe à cette compétition. Et quand on voyait le tableau, il y avait, je crois au Bénin, il y avait 5 ou 7 équipes qui étaient à Ouaga. Toutes ces 7 équipes-là, lors de la deuxième phase du championnat professionnel et lors des playoffs, je crois que on a vu le niveau de chacun. Donc, bravo, en tout cas, à tous ces responsables qui ont de la vision, et qui ont de la vision en ce qui concerne la préparation de nos équipes. Alors, vous avez chuté aussi sur la prochaine séance, la Coupe du Monde de beach volley. Ça, c'était au niveau des seniors. Une première aussi, une première parce qu'au Maroc, ce n'était pas évident que le Bénin batte l'Égypte. Ce n'était pas évident que le Bénin batte le Nigeria, une équipe qui nous a toujours battus. Ce n'était pas évident que le Bénin batte le Burundi et après le Ghana. Donc, pour s'offrir une des 4 places qualificatives, parce que l'Afrique devait être représentée par 4 pays, donc une des 4 places qualificatives devant les 27 pays qui étaient là, c'est une première. Donc, notre sélection nationale se prépare. Ça va être du 14 au 23 novembre prochain. Tout ceci, ça, il faut le souligner grâce à l'État, grâce au ministère des Sports qui, depuis déjà quelques années, prend en charge les sélections nationales en termes de compétition sur le plan africain et puis sur le plan mondial. Je ne trahis aucun secret pour dire que toutes les dispositions sont en train d'être prises au niveau du ministère pour une très bonne participation
de notre équipe. Le tirage est fait, nous connaissons nos adversaires, de nom, nous ne les connaissons pas, de nom nous les connaissons, c'est le Portugal, c'est le pays organisateur, l'Australie, et puis je crois c'est du loup quand le même. Cuba, le Cuba, voilà. C'est du loup. Voilà. Donc c'est clair que c'est des habitués, ben, il faut qu'on commence par s'habituer aussi, et j'espère que ça ira. Moi je l'ai toujours dit, 10-15 ans après, on retiendra que je ne serai peut-être plus là, mais on retiendra qu'on a commencé quelque part. Que le Bénin fait du voilà. chemin. Mais avant ça, je tiens quand même à souligner aussi que pour cette même compétition au niveau des moins de 18 ans, et la Fédération béninoise de volley a, depuis un moment donné, décidé d'accompagner le ministère des Sports, et notamment l'OPSU, parce que l'OPSU est en train de faire un gros travail au niveau des scolaires, avec les participations pour les petites catégories, U15, U16, U17 et autres. Alors, nous avons décidé au niveau de la fédération de commencer par les engager pour les compétitions africaines, statutaires. Et ça n'a pas raté. Les enfants étaient à Abuja pour la CAN de 18 ans. C'est vrai, on y était en hommes et dames. Et les hommes se sont qualifiés pour le mondial. Et ils reviennent là du Qatar. Ils ont fait le mondial tout récemment au Qatar. Mais donc, voilà un peu ce qui se fait. Grâce justement à tout le travail qui se fait aussi au niveau des ligues, au niveau des responsables de clubs, au niveau des athlètes, qui n'ont pas forcément ce qu'ils doivent avoir, le minimum pour travailler, mais qui font des efforts. Des gens avec qui on s'est quand même entendu sur un minimum de sacrifices et des efforts à fournir de part et d'autre. Voilà. Alors, c'est cela, d'accord. On en vient maintenant à ce qui vous a fait venir en plateau. Voilà, l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin. Dites-nous, comment se porte ce croiseur? Écoutez, permettez-moi d'abord de féliciter M. Aliaro. Franchement, pour tout le travail que vous avez fait depuis bientôt une décennie, même plus que ça, on a vu un peu les débuts, comment c'était balbutiant, difficile, mais vous n'avez jamais lâché. Et aujourd'hui, on voit un peu que les résultats, ça donne. Voilà, il faut quand même du travail, persévérance dans le travail. Félicitations et c'est tout à votre honneur. Je pense que l'Union va bien. Elle va très très bien d'ailleurs. Parce que, comme je vous le disais, c'est pour la première fois que la FIPO, la Fédération internationale qui rassemble les associations de footballeurs dans le monde entier, il y a la session Afrique, où l'Afrique c'est 52 pays, mais il n'y a que 11 pays qui est membre adhérent donc, de la FIPO. Le Bénin est maintenant le 12e pays. C'est ça. Donc c'est une reconnaissance internationale donc, qui nous est donnée après 4 ans. Parce que ça a été créé en 2021. Il y a des pays qui sont là depuis 7 ans, 6 ans, qui n'ont pas eu le Mali, le Togo, le Nigeria à côté, même malgré qu'ils soient une grande nation, n'est pas encore membre de la FIPO. Parce que les critères sont stricts en matière, bien sûr, de ce qui est fait sur le terrain, en matière des objectifs, de la finalité à atteindre. Donc, à 4 ans, avec le président Romuald Boko, nous avons vraiment fait du chemin. Donc, l'Union va très, très bien. Et elle va tellement bien qu'on nous a invités donc, à Accra, au Ghana, pour participer donc, à un colloque. À un séminaire. Et je disais tout à l'heure que le football, ça se prépare. Et que pour que le jeu soit vraiment à la hauteur, bien sûr, des enjeux, il faut d'abord qu'il y ait la structuration autour de l'environnement, de l'administration. Voilà. Et c'est ça qu'on a parlé pendant les 3 jours. Comment aujourd'hui une association peut être encore plus efficace en adaptant son fonctionnement, en améliorant vraiment, bien sûr, toutes les modalités de fonctionnement autour de l'assaut. Comment on peut renforcer son pouvoir d'agir. C'est ça qu'on a travaillé donc avec l'Afrique du Sud, le Botswana, le Mozambique. Il y avait l'Égypte, il y avait le Maroc aussi qui était représenté. Le deuxième point, c'est la FIPO mondiale a connu quelques bouleversements. Donc, il y a 2 nouvelles recrues qui sont arrivées. C'est un Écossais, M. Childs, et un Néo-Zélandais qui s'appelle Marc Paul Larraine. Et qui sont partis en Asie et en Océanie, session FIPO Asie, qui disent, mais attends, on a quand même vu des choses. Comment ça fait que l'Afrique fait tellement de choses, mais ces choses ne sont pas connues. On n'entend pas, bien sûr, les actes qui sont faits sur le territoire, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Vous manquez de visibilité. Il manque, surtout la session africaine, manque de visibilité. Donc, le deuxième point donc, de ce séminaire, c'est porté donc, sur la communication. C'est ça. Comment la FIPO Afrique peut rendre beaucoup plus visible ce qu'elle fait, ses activités, et comment les associations locales peuvent également s'appuyer sur cette visibilité. Et l'une des idées qui a émergé, qui a été recommandée, c'est de mettre en place donc, un groupe de reporters sportifs autour, bien sûr, pas seulement de la FIPO, mais autour, bien sûr, de la défense des intérêts des footballeurs africains. Voilà donc les 2 piliers sur lesquels on a travaillé pendant ces 3 jours-là à Accra. Voilà, donc on va revenir tout à l'heure sur les retombées justement pour le Bénin et son football. Mais en attendant, nous allons donner la parole à M. Ali Yaro, président de la Fédération béninoise de volley. Vous nous avez, sinon l'équipe fédérale que vous dirigez, nous a habitués à un regain d'activité chaque année. Alors d'ailleurs, on va dire la dernière en date, c'est le championnat national du volley.
clôturé récemment d'ailleurs avec le sacre d'Alada Volleyball Club chez les hommes et bien sûr d'Énergie Volleyball Club au niveau des dames. Tout ceci avec une innovation. J'en parlais tantôt hors micro. Les playoffs en continu pendant une semaine. Oui, vous savez, championnat professionnel, nous en sommes à la 4e édition. On n'était pas du tout habitué. Pas du tout. Personne ne savait de quoi il s'agissait. Mais on a commencé petitement. Alors, chaque année, après chaque édition, nous nous retrouvons quand même pour faire le point. Parce que cela soit beau ou pas, il faut quand même faire le point pour savoir ce qui n'a pas marché, ce qu'il faut améliorer. Alors, l'année dernière, nous nous sommes dit que nous avons fait un très bon championnat. Mais cette année, on a voulu encore améliorer un peu plus. On a fait une saison de 7 mois. 7 mois, non-stop, tous les week-ends. C'était pas plus de 300 matchs au total. Mais à la fin, nous nous sommes dit il faut une apothéose. On a retenu que c'était en zone. Alors, il faut les 4 premiers de chaque zone se retrouvent en une semaine au Hall des Arts. Et pour ceux-là qui étaient de la partie, on jouait jusqu'à 2h du matin. Donc, le niveau n'était pas si mal que ça. Donc, pour être très honnête, ça a relevé un peu le niveau de nos athlètes. Et si vous suivez un peu l'actualité, le joueur qui a été le meilleur joueur du Bénin aujourd'hui, il a quitté le pays déjà. Il a été identifié. Du côté du Rwanda, il est parti. C'est ça. D'autres vont suivre. Vous soyez à l'écoute, vous allez constater. Donc, en fait, ça fait partie des objectifs de ce championnat-là. Parce que quand ça se joue, on émet de la visibilité, un peu comme ce qui s'est passé à Accra. On émet de la visibilité, les joueurs sont identifiés, ils sont suivis et après, sont contactés. Donc, c'est au-delà de ce que nous offrons de la compétition, au-delà de ce que nous rendons de plus en plus professionnels, parce qu'on le veuille ou pas, nous faisons de la professionnalisation, mais ce n'est pas encore parfait à 100%. Au-delà de tout ceci, c'est qu'à la fin, que les meilleurs talents soient récompensés, les meilleurs talents soient identifiés et qu'eux-mêmes ils constatent que bon, les fruits de leur effort, ça a donné quelque chose. Et les responsables à divers niveaux continuent pas à travailler, continuent pas à s'investir, continuent pas à investir, et parce qu'ils se disent qu'à tout moment, ils peuvent avoir un retour, quoi. Voilà, en somme, à la longue, que les athlètes vivent de leur passion, justement. Et en termes de formation aussi, vous avez une direction technique nationale qui, il faut le dire, travaille avec les conseils techniques régionaux, et ceci au chevet, bien sûr, de toutes les sélections nationales. Oui, bien sûr. Ça, c'est une innovation plutôt de l'État, du ministère des Sports, qui, depuis 2 ans, prend en charge entièrement la direction technique nationale. Oui. Les DTN, ces 3 adjoints, tous les conseillers techniques, tous les entraîneurs, toutes les catégories d'âge qui sont prises en charge par mois. Donc, ils travaillent à plein temps. Donc, ils sont au chevet des équipes, ils sont au chevet des enfants des catégories de la détection, aux côtés des experts qui ont été aussi recrutés par l'État pour ce travail. Donc, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix d'avoir de grosses ambitions. Et l'équipe fédérale, maintenant, et comme je l'ai dit, il nous suffit maintenant d'accompagner l'État à travers les programmes de formation qui sont qualifiantes, qui sont diplômantes. Et d'ici à, je crois, dans 2 ou 3 semaines, il y a 5 membres de cette direction technique nationale que nous envoyons en Algérie pour une formation de niveau 3. Donc, comme je l'ai dit, c'est notre façon d'accompagner l'État, c'est notre façon de dire à l'État, bon, vous mettez les moyens, mais nous allons vous aider à qualifier un peu plus les entraîneurs. Il y a quelques mois, ceux-là qui sont des encadrants des classes sportives, la plupart qui sont des anciens de PS, la plupart n'ont pas des qualifications, un peu comme au foot, on dit, je sais pas, licence A, B, C, bon, je ne sais pas de quoi il s'agit. Bon. Donc, au volet aussi, il y a ça. Nous avons dit, OK, l'État, vous avez recruté les gens, vous les entretenez, mais nous allons vous aider à les former. Et cela s'est fait à Bomé tout récemment. Voilà, et justement, par rapport à ces formations, à quelle échéance on peut espérer voir les résultats sur le terrain? Comme moi, je ne suis pas pressé. Pour ceux-là qui le savent, j'ai encore, disons, 1 ou 2 mois à la tête de la fédération. Et le plus important, c'est que quand vous y êtes, quand vous travaillez, faites en sorte de laisser quelque chose en partant, pour que mettez là-bas à un certain niveau où celui qui va venir vous remplacer n'est pas obligé de faire moins que ça.
Ben, moi, j'espère un jour, dans mon fauteuil, vivre et les fruits. Mais je ne travaille pas pour les résultats pendant que je suis là. D'accord. Voilà, vous soufflez qu'on parle un peu de football. Bien sûr. Pour revenir, bien sûr, à c'est cela. D'accord. On va revenir sur ces assises d'Accra. Dites-nous, quelles en sont les retombées justement pour le Bénin sans football? Écoute, les retombées seront palpables dans quelques mois, parce que nous avons déjà, dès qu'on est rentré, en passant par Lomé, on a déjà mis en place une campagne de sensibilisation. Et cette sensibilisation qui va démarrer d'ici demain déjà, par une académie à Calavi, parce que je suis à Calavi demain, pour rencontrer les équipes et les dirigeants, ça va commencer d'abord par la reconversion. C'est ça. Oui, ça c'est le premier thème qu'on a choisi. Mais pourquoi la reconversion? Vous voyez un peu l'état aujourd'hui de nos anciennes gloires, des anciens internationaux qui ont joué pour le pays, qui ont mouillé le maillot depuis le Dahomey, depuis les années 60, 70, 80. Aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'entre eux, de ces joueurs-là, qui sont dans des situations catastrophiques et exécrables. Des difficultés d'alimentation, de soins, de santé. Et on n'a pas les moyens. Et ils n'ont pas les moyens, l'État n'a pas les moyens non plus, la Fédération n'a pas les moyens. Est-ce qu'on va permettre aujourd'hui que la génération des jeunes joueurs-là retombe dans ces travers? Non. Et vous faites quoi dans ce sens? C'est une campagne de sensibilisation. Il faut qu'on explique aux joueurs que, attention, aujourd'hui, c'est vrai que tu gagnes ta vie. Aujourd'hui, c'est vrai que tu as un salaire, il faut penser à l'avenir. Le football s'arrêtera demain, mais la vie va continuer. Alors, maintenant, on va discuter, on a un rendez-vous donc avec le directeur de NCA pour discuter avec eux quels sont les produits qu'il peut proposer en termes d'accompagnement pour que ces enfants puissent souscrire à ces produits. Quels sont les mutuelles complémentaires qui peuvent être mises en place. Nous avons rendez-vous avec le directeur de Coris Bank aussi. Donc, étudier un peu avec les structures financières de la place. On va éviter un peu la publicité. Non, ah oui, excusez-moi, ça c'est vrai. Donc, quels sont les produits qu'on puisse proposer à ces joueurs-là? Tu gagnes 10 000 francs CFA, c'est pas beaucoup. Rien ne t'empêche de mettre 1000 francs de côté. Et dans quelques années, ça va générer un peu ta retraite par la suite. Donc, nous y allons donc rencontrer les clubs pour leur expliquer ça, première chose. Deuxième chose, vous êtes footballeur, mais il y a la formation. Parce que tout le monde ne va pas réussir en tant que footballeur, non. Et quand on ne réussit pas, c'est qu'on tombe dans la précarité, on n'a pas de formation, on n'a pas été à l'école. Donc il faut prévenir. Donc c'est des campagnes de sensibilisation. Et on remercie au passage tous les présidents de clubs qui nous ont acceptés, qui nous ont ouvert les portes. Or, normalement, c'est tous les présidents devaient nous ouvrir les portes. Ça se passe ailleurs. Quand tu vois ce qui se passe au Maroc, chaque semaine, ils rencontrent un peu un club, ils en discutent. Et puis... Et vous avez fait les Bénin? Oui, les joueurs, ils sont bien entretenus? Non, les conditions sont exécrables. Les conditions sont très difficiles. À part 4 ou 5 clubs qui font des efforts, franchement, les conditions sont très difficiles. Et permettez-moi juste de M. Ali Awela, il connaît un peu le milieu. Vous savez, ce matin, on a reçu un message d'un joueur. Et ce joueur qui est père de famille ne peut pas nourrir sa fille. Il ne peut pas acheter le lait infantile de 2000 francs CFA parce que ça fait depuis 6 mois qu'il n'a pas été payé. Dans un championnat professionnel. Mais c'est Boa FC de Sinandé. Et on a discuté avec le président. Donc, ils sont 6 joueurs dans ces conditions. Mais aujourd'hui, c'est arrivé à un moment où c'est quand il y aura un meurtre, quand il y aura bien sûr des situations graves, qu'on va commencer par dire qu'il faut qu'on cotise. Non. Là, je tire sur la sonnette d'alarme. Et on a appelé le président de Boa FC, M. Mohamed Daha, pour lui expliquer que ce n'est pas normal. Il a promis qu'il fera des efforts. Il doit 3 600 000 à ces 5 joueurs. Il dit qu'il va faire des efforts. Donc, on a discuté avec lui. Il dit qu'il n'a pas les moyens. La subvention est tombée. Qu'est-ce qui s'est passé? On a discuté avec le maire de Sinandé, M. Bior, que je salue au passage. Il a été très ouvert. C'est le président de Badi Gansé, qui dit, écoutez, Boa, c'est très compliqué. Je vais voir si je peux intervenir. Il a intervenu pendant 2 mois, mais la solution n'est pas résolue. Donc, aujourd'hui, les enfants ne sont pas payés. Et là, on reçoit le message du joueur qui dit, écoutez, j'ai ma fille où on ne peut pas acheter le lait. Mais c'est un championnat professionnel. Les subventions sont payées. Donc, moi, on a interpellé donc, le ministère, on a interpellé la fédération, on a envoyé un courrier de mise en demeure pour lui dire, ça fait 3 mois de négociation. Exactement. Nous sommes là pour défendre les intérêts des joueurs. Et il y a des présidents avec qui ça se passe super bien. Et voilà, ça se passe super bien, où tu peux discuter, tu peux échanger, et on trouve un compromis dans l'intérêt du joueur et du club. Donc, en tant que partenaire, remercions le ministère des Sports qui nous soutient depuis la création de cette association et qui nous dit, nous on donne des subventions, nous on n'a pas les moyens de contrôler si les clubs paient les joueurs ou pas. On a des états financiers qui sont produits, mais sur le terrain, les joueurs ne peuvent que parler à vous. Donc, on est donc les relais de ces joueurs-là. En tant que partenaire, nous voulons avoir le même partenariat avec la fédération, avec la Ligue de football, qu'on travaille ensemble, comme ça se fait dans les autres pays. Et pour terminer, si vous avez encore une seconde, c'est qu'il y a une recommandation de la FIFA, c'est la circulaire 1010, qui impose, cette circulaire impose ce qu'on appelle la chambre de résolution des litiges. C'est ça. Et ça permet d'éviter d'aller dans les tribunaux. Les joueurs doivent être dedans, les clubs et la fédération. Dans tous les pays, tu as les joueurs, sauf au Bénin,
où il n'y a pas de représentant des joueurs dans la chambre de la fédération. Et je l'ai dit au président de la fédération au Togo la dernière fois, pour dire non, cette chambre-là, elle est illégale. Elle est illégale. Il faudrait qu'on puisse intégrer les représentants des joueurs dedans. Et la seule structure autorisée aujourd'hui, c'est l'UNFPB. Parce que la FIFA dit, le syndicat qui est affilié à la FIPRO est d'office membre de la chambre de résolution des litiges. Donc nous sommes en négociation donc avec la fédération pour que cette anomalie soit corrigée aussi. Voilà, vous avez ouvert une brèche par rapport à la situation des joueurs évoluant au pays. Je vais en profiter pour aborder cette nouvelle moins gaie. Je ne sais pas si la régie est en symbiose avec moi pour montrer bien sûr les hommages rendus à ce joueur décédé, ce footballeur sénégalais, sociétaire de l'Autopopo Football Club. Il s'agit de Sidi Diakate, milieu de terrain bien sûr de l'Autopopo. Le week-end dernier, eh bien, les hommages lui ont été rendus ici à Cotonou, comme vous pouvez le voir sur ces images-là, des hommages à lui rendus avant bien sûr le rapatriement de la dépouille au Sénégal. Pour la circonstance, eh bien, coéquipiers, membres du staff et dirigeants se sont mobilisés pour ces derniers hommages. Le jeune joueur, faut-il encore vous le rappeler, est décédé au CNHU Hubert Koutoukou-Maga une semaine après l'accident de circulation à Glazoué, alors que son équipe se rendait dans le nord Bénin où elle devrait affronter l'Union sportive Cavalier pour le compte bien sûr de la 3e journée de l'élite du foot au Bénin. Voilà les hommages qui ont été rendus bien sûr avant d'être rapatriés au pays, au Sénégal pour être plus précis. Voilà les hommages rendus. Ali Yaro, je m'en voudrais, c'est vrai, on est pris par le temps, mais je m'en voudrais de ne pas évoquer avec vous la zone 3 dont vous êtes le président. D'abord, cette zone 3 regroupe combien de pays déjà rapidement? Oui, la zone 3, c'est 8 pays. Il y a 3 pays anglophones, le Nigeria, le Ghana et puis le Libéria. Et puis 5 autres pays francophones, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso et le Togo. Voilà, je sais que votre agenda est très chargé dans ce sens-là. Mais avant quand même, je crois que ce que Vincent a dit, ça concerne tout le monde. Hein. C'est-à-dire que les joueurs, voilà, ils ne comprennent pas quand on leur dit préparons l'avenir. Ils ne comprennent pas. C'est ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Là, c'est ça qui est le problème. Ensuite, il faut qu'on commence par expliquer même aux responsables du club qu'on ne peut pas faire un championnat avec la subvention de l'État. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire un championnat professionnel en misant sur la subvention de l'État. Ça ne s'explique pas. C'est ça qui amène toute cette situation-là. Alors, pour reciter sur la zone, bon, c'est vrai qu'on n'a pas le temps. On pourra toujours revenir ici pour en parler et continuer nos activités. Si vous êtes disponible, bien sûr. Voilà, bien sûr. On n'a jamais refusé l'invitation à Canal 3. Ben voilà, donc... Mais ça va. Et les activités, je crois qu'il nous reste une dernière activité pour 2025, parce qu'on en a fait beaucoup. Il y a une compétition de moins de 17 ans que nous allons organiser à Cotonou, je crois que le mois prochain. Voilà, un dernier mot avant de nous séparer. Ben, que ce soit en union de prière pour nos guépards et qui vont s'envoler dans quelques... Ah, ok, les volleyeurs. Ah, vous prêchez pour votre paroisse. Oui, après tout le monde ne se dit pas que tout le monde est guépard. Tout à fait. Et pourquoi pas, bonne chance aux Amazones demain du côté du Nigeria. Merci Ali Yaro. Merci beaucoup à toi, Narcisse. Voilà, je veux juste rappeler aux autorités, il y a des joueurs qui sont en danger, dont les vies sont en danger. Je vous en prie, faites quelque chose pour ces joueurs-là, à qui les présidents doivent de l'argent. Ils ont travaillé, ils ont joué, ils n'ont pas été payés. Leurs vies sont en danger, la vie de leur famille. Il y en a qui n'ont pas encore payé les loyers. Donc je vous en prie, il faut que les autorités nous entendent et nous poussent bien sûr à convaincre ces présidents-là de payer les joueurs. Voilà, j'étais en plateau bien sûr pour ce dernier panel avec Vincent Ceslas Tekor, voilà, ancien footballeur international béninois, aujourd'hui vice-président de l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin. En face de lui, il y avait M. Ali Yaro, que vous connaissez bien, président de la Fédération béninoise de volleyball et président en même temps de la zone 3 au niveau, bien sûr, de la Confédération africaine. Nous arrivons ainsi au terme de notre aventure. Ce soir, aventure mise en lumière par mon réalisateur Augustin Vidécon. Il était entouré, et pour la circonstance, de Jules Echo et Francis Coco à la régie première et Clément Bouillonquet à la régie finale. Et tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'une heure. Retrouvez donc toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin lundi prochain dès qu'il sonnera 21h. Bonne soirée à toutes et à tous et sportivement votre.